Martine Hébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes violoniste, hein? On dit violoniste. Oui. Oui, parce que violonneuse, ça fait un peu bizarre. Mais c'est vrai que ça fait plus vieux. Oui, ça fait plus vieux, voilà. Martine, on vous connaît parce que vous, justement, vous jouez du violon traditionnel. Vous faites des spectacles un petit peu partout, mais on va parler un peu de la jeune Martine, quand elle a commencé, toute petite. Ça a commencé comment, ça? Bien, à 4 ans, j'ai voulu apprendre le violon parce que je voyais mon père qui jouait du violon à la maison à tous les jours, presque en revenant de travailler. Lui, il jouait du folklore, de la musique traditionnelle. Oui. Puis je pense que quand j'étais petite, ça m'intriguait cet instrument-là, puis je trouvais ça beau. Puis je voulais l'apprendre. Donc, je voulais suivre des cours, mais il n'y avait pas de cours parce que j'étais trop jeune à ce moment-là. OK. Mais quand j'ai commencé la maternelle, ma mère a vu qu'il y avait des cours qui s'offraient sur l'heure du midi, des petits cours en dehors de l'école. Puis là, elle m'a inscrit, puis c'est là que j'ai commencé le violon. Donc, j'avais loué un instrument à ce moment-là, à l'école. Faut dire, Martine, que vos parents, c'est M. et Mme Hébert de la QLF à Québec, que tout le monde connaît, en tout cas nos téléspectateurs. Bien sûr. Oui. Ça fait Donc, plusieurs années. tu es né dans la musique. Est-ce que c'était le côté joyeux de cette musique-là qui te fascinait peut-être? Oui. Bien, en fait, si on parle de la musique traditionnelle, Oui. ça, oui, c'était le... Pour moi, c'était réconfortant parce que c'était de la musique que j'entendais dans les fêtes de famille. Oui. Puis mes oncles, mon grand-père, mon père. Du côté de ma mère aussi, il y avait de la musique avec de l'accordéon, il y avait plusieurs instruments, là, quelques instruments. Oui. Puis cette musique-là, je jouais beaucoup, puis pour moi, c'était des beaux souvenirs, là. Donc, c'était le party, là, si on peut dire, les parties de musique étaient fréquents chez vous, là, c'est ça? À tous les Noëls, puis aussi Ouais. quand on descendait la fin de semaine voir la parenté, Oui. ça jouait aussi. Mon père, mon grand-père, mon oncle jouaient toujours ensemble, toute la journée. Hors entrevue, on a parlé, Martine, que tu avais des sœurs aussi. Tu as 2 sœurs, J'ai c'est 2 ça? sœurs. Est-ce qu'elles jouent de la musique? Mes sœurs ne jouent pas de musique, mais j'ai Ouais. une de mes sœurs qui a eu des cours de piano à l'époque, puis elle n'a pas poursuivi là-dedans, mais disons que j'aimais quand même essayer le piano, là. J'ai pianoté un petit peu en la voyant aller, je trouvais que ça avait l'air intéressant comme instrument, puis j'ai essayé, mais ça a pas... j'ai pas accroché sur le piano. Donc, vous jouez seulement que le violon, en tout cas régulièrement, là, Oui. c'est le violon là, qui est en priorité, si on peut dire. Là, que Ah oui, oui. vous jouez le plus Moi, ça a souvent. toujours été le violon, puis j'ai suivi des cours, puis je pratiquais tout le temps. Ma mère ne devait pas me dire tout le temps « pratique, pratique », je le faisais de moi-même. Oui, ça, c'est bon, ça. C'était vraiment... j'étais motivée. J'avais vraiment envie d'apprendre cet instrument-là. Je sais pas pourquoi, mais c'était plus fort que moi, là. Est-ce que vous avez commencé jeune à fréquenter, bon, d'accord, avec la parenté, tout ça, mais si on parle un peu des violonneux étrangers, si on peut dire, là, c'est un drôle de mot, là, mais ça, on peut dire là, des voisins ou des gens qui venaient faire un tour à la maison, voir vos parents, est-ce que vous avez fréquenté aussi des grands violonneux, si on peut dire? Non, pas dans ma famille ou avec mes parents. J'ai pas rencontré nécessairement de grands violonneux là, connus. Oui. C'était plus vraiment dans la famille, là. Oui, Donc, pour moi, c'était régulier. c'était ça, oui. Puis c'était du classique que j'ai fait quand j'étais jeune aussi, là. Faut dire que quand j'étais jeune, je ne jouais pas du tout de la musique traditionnelle. Moi, c'était le classique, les pièces là, Bon, des on arts en vient à traditionnels. ça, Martine. C'est intéressant. C'est que, bon, vous aviez une connaissance du folklore grâce à vos parents, mais les cours se donnaient probablement plus. Ils étaient offerts, en tout cas, plus en classique, hein, c'est ça? Ben oui, c'est Donc, ça. vous avez commencé des cours de musique classique. Oui. À quel âge? À 5 ans, donc j'ai commencé Ah ouais. mon premier cours. Puis à chaque année, j'ai fait des cours et
donc avec Vivaldi, le programme Vivaldi. Là, je faisais des spectacles, Ah ouais. s'il y avait des examens de violon. Donc, on Ah faisait ouais. des... Il fallait se pratiquer des morceaux assez difficiles avec les années, là. Ben Martine, Puis, on va parler de ça un peu, oui. les premiers cours de violon. Vous avez 5 ans. Mhm. La petite fille, elle s'en va, elle est vraiment là, motivée, puis tout ça. Comment ça fonctionne un cours de musique pour une fille de 5 ans? À 5 ans, Oui. c'est ça que ça fait longtemps. Oui. Je m'en souviens moins, Un petit mais bout. disons qu'au début, c'est vraiment la base. Oui. Parce que là, on sait que le violon, c'est un instrument quand même assez difficile à Oui. jouer. Oui. Peut-être comparativement au piano ou à la Oui. guitare. Puis, donc, on apprend vraiment à se tenir, la posture, parce que le classique, il faut être droit, debout. On peut pas jouer assis quand on fait du classique. Donc, on apprend la tenue du violon, la tenue de l'archet. Tout ça est complexe, puis ça prend beaucoup de pratique. Puis au début, on apprend juste à chanter nos pièces. Et par la suite, on les joue, mais avec le doigt pour faire pizzicato, qu'ils appellent. Donc, juste pour faire sortir le son avec le doigt, on touche pas à l'archet. Quand on commence, Ah, c'est ouais. très, très, très... c'est Basic, si on peut basic, dire. c'est ça. Ouais, Puis c'est ça. on peut pas commencer là, du jour au lendemain à être bon, là. Ouais. Il y a beaucoup de temps avant qu'on puisse jouer bien avec l'archet. Puis si on fait les rythmes, on apprend les rythmes, c'est... Combien de temps ça peut prendre entre le premier cours et le jour où ce qu'on dit, bon, ben là, je joue une pièce de violon. Et c'est sûr que c'est la pratique, mais dans votre cas, à vous, ça a pris combien de temps? Vous avez 5 ans, vous avez commencé, et là, vous vous installez devant papa puis maman, puis vous jouez votre première toune. Ça peut prendre combien de temps environ? Je dirais une année, ben, 6 mois peut-être. Oui. 6 mois, là, 6 qu'on mois. peut jouer un morceau avec un archet, si on veut. Oui. Mais les premiers spectacles que j'avais faits, c'était des pièces pizzicato, là, Ah oui? avec le petit doigt. Le petit Puis, doigt. t'es en avant toute seule avec, devant plein de monde. Puis, jusqu'à Ouais. 5 ans, on faisait des spectacles. Là, il y avait à l'école là, pour les Ouais. parents. Donc, il y avait Ouais. quand même une bonne centaine de personnes, là. Est-ce que ce sont des cours privés ou des cours de groupe, dans votre cas à vous? Ah, c'est une bonne question. Parce Ah que, ben, oui? au début, j'avais des cours de groupe. Ah, ok. Maternelle, première année, pas mal, là. Puis après ça, j'ai suivi des cours avec un professeur individuellement. Puis là, ça a été des cours avec le programme Vivaldi, mais j'avais une professeure qui m'a suivi tout le long jusqu'à temps que j'arrête vers 13 ou 14 ans, là. Elle m'a suivi tout le long, puis ça a été un mentor pour moi. Elle était très, très patiente, stricte, mais Ouais. très... une bonne écoute, là. Je pouvais me confier à elle. On avait une belle relation ensemble. Pour un enfant de 5 ans, de 5 ans à 13 ans, si on peut dire, même 10 ans, 11 ans, en tout cas, pour un enfant, est-ce que ça a été difficile pour toi de suivre cette discipline-là, cette discipline de pratique, cette discipline de spectacle? Est-ce que ça a été difficile ou c'était quelque chose que vous aimiez tellement que ça a bien été? Bien, ça allait quand même assez bien. Oui. Il fallait que ma mère me fasse penser occasionnellement d'aller pratiquer, mais Oui. quand je pratiquais, bien, c'était beaucoup, on pratiquait les gammes, on pratiquait... Il y avait des exercices, c'était pas Oui. toujours des morceaux, là. On n'apprenait pas un morceau, puis c'était juste ça. C'était vraiment les exercices qu'on suivait, là, puis fallait apprendre toutes ces pièces-là. C'était des pièces, mais d'exercices. C'était des devoirs à des faire. devoirs, là. Puis il fallait les faire. Puis quand on arrivait au cours, elle nous demandait de rejouer nos exercices. On les pratiquait. Il y avait vraiment des étapes, là. Il fallait beaucoup pratiquer les exercices avant de faire des morceaux, avant de faire des pièces. Martine Hébert, merci beaucoup. Mon nom est Martine Hébert. Je suis violoniste et je suis accompagnée de mon ami Guy Paré au piano.
Et on va jouer le reel Sainte-Louise. Monsieur Sylvain Rodrigue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sylvain, on est ici à Grondines. Vous demeurez à Grondines. Vous êtes un musicien. Parlez-nous de vous, là. Vous êtes un musicien, on appelle ça un harmoniciste. Oui, on dit un harmoniciste parce que je joue de l'harmonica. Ou Ouais. plutôt des harmonicas. J'en joue pas seulement un. On dit pas une harmonica, mais bien un harmonica. J'en joue plusieurs. Oui. Alors, c'est justement, vous êtes. Est-ce que vous faites partie d'un orchestre? Ben, j'ai déjà fait partie d'orchestre, mais j'ai plus une carrière de soliste. Comme ça, on m'engage, puis j'ai un petit groupe que je suis en train de former. Là. J'ai travaillé là-dessus dernièrement. On est en train de former un petit trio. Oui. Harmonica, harpe et guitare. Et je suis aussi percussionniste, fait que je fais un peu des deux, OK. harmonica et percussion. Donc, vous jouez plusieurs instruments, c'est pas Oui, juste oui. l'harmonica, là. Non, j'ai commencé par la percussion étant très jeune. Oui. Puis ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais passionné de la percussion, comme passionné de n'importe quoi. Je fais aussi de l'animation, des petits bonhommes, de la pâte à modeler, des petits films, du dessin animé aussi. Mais quand j'étais jeune, tout ça, pour moi, c'était tout pareil. Produire un film, faire de la musique, c'était toute la même affaire. Faire du montage. Puis finalement, je suis allé vers la musique parce que c'est ce qu'il y avait de plus accessible dans le temps, dans les années 70. S'en aller prendre un cours d'animation aux États-Unis, ça coûtait cher. C'était pas très accessible. Par contre, de prendre des cours de batterie, une fois, début de mon adolescence, vers à peu près 12 ans, je commençais à prendre des cours de batterie. Mais ça l'était déjà un petit peu plus au début des années 80. Fait que j'ai décidé d'aller vers la passion la plus accessible, je dirais, pour l'époque. Fait que c'était la batterie. Ah oui. Ouais, la batterie, le jazz m'attirait. Puis, un petit peu plus tard, quand j'étudiais la musique à l'École de musique à Québec, à l'Université Laval, dans le département de percussion, le professeur qui enseignait dans le département a invité un artiste de Montréal qui faisait de la percussion, puis multiple. Toutes sortes de percussions, puis j'ai comme eu un coup de foudre pour la percussion aussi,
les percussions latines. Fait que je suis allé, après cette conférence-là, cette rencontre-là, j'ai commencé à étudier les percussions latines de façon très sérieuse. Et puis, bon an, mal an, en occupant ma carrière de batteur percussionniste, un jour, j'ai tombé dans des escaliers. Ah ouais. Quand tu tombes dans des escaliers et que tu es un percussionniste, bien, la première affaire qui écope, c'est le coccyx, mais aussi, on veut se protéger. Fait que je me suis blessé au coude. Ah oui. Ouais, fait que là, c'était malheureux. Je ne pouvais plus vraiment jouer de percussion. Pendant un bon bout de temps, il a fallu que j'arrête d'en jouer pour guérir les tendinites à répétition que j'avais ici. Ouais, fait que j'ai été obligé d'arrêter. J'ai refilé tous mes contrats à un ami qui m'a remplacé pendant un bout. Puis je suis allé dans mon tiroir de chaussettes. Parce que, enfant, j'étais dans la petite maîtrise de Québec. C'était un chœur de chanteurs. On chantait tous les matins à l'église, à la basilique de Québec. Et puis, je partais très tôt le matin de Charlesbourg, je prenais mon autobus, puis je montais dans le Vieux-Québec, parce que ça se passait dans le Vieux-Québec. Et je passais devant la procure de musique dans la côte d'Abraham. À chaque fois, je revenais, je prenais un petit peu de temps, j'arrêtais à la procure. J'ai commencé par m'acheter une guimbarde. Parce que, dans le fond, ce que je voulais devenir, c'était bruiteur, faire des petits bonhommes, puis faire de la musique. Mais dans la tête d'un enfant, tout ça, c'est une affaire. Avec le temps, j'ai tout partitionné ça, on va dire. Fait que là, j'étais allé vers le plus accessible, c'était la procure de musique. Je rentre dans la procure, je m'achète une guimbarde. Super content, j'essaie la guimbarde, je faisais juste ça, du bruitage, j'essayais plein d'affaires. J'avais à peu près 10 ans. Après ça, un petit peu plus tard, un peu plus vieux, je me suis acheté un harmonica chromatique. Puis là, je suis arrivé avec ça chez moi. J'ai fait comme avec la guimbarde. Je l'ai essayé. Il sortait pas grand-chose de ça. C'était pas facile à jouer. Là. Je me suis dit, aïe, aïe, c'est donc bien compliqué cette affaire-là. J'ai mis ça dans le tiroir de chaussettes. J'ai laissé ça aller. Je me suis dit, quand je vais être grand, je vais en jouer. Je vais me lancer là-dedans. Parce que j'ai trop la passion pour ça. Fait que les années ont passé. Puis, bon, un beau matin, un bel après-midi plutôt, j'étais plutôt un téléfilm. Moi, en tant qu'adolescent, je me foirais sur le divan. Puis dans ce temps-là, les zappeurs, ils étaient faits en bois puis en plastique. Il y avait un petit fil qui reliait à la télévision. Et puis je zappais, comme ça. Puis dans ce temps-là, à la télévision, il y avait ce qu'on appelle des intermèdes. Puis dans ces intermèdes-là, il y avait des sujets parfois très intéressants. Un jour, je tombe sur un intermède qui parlait d'harmonica avec beaucoup de noblesse. J'ai fait « Wow! C'est quoi ça? » On nous présentait l'artiste, aujourd'hui décédé, en 2000, je ne me rappelle plus, il est décédé, ça fait quelques années, Toots Thielemans. C'est un harmoniciste d'origine belge. Ah oui. Il a fait plein d'affaires, il a une très grosse carrière internationale, puis c'est un harmoniciste chromatique quand même émérite. Puis tout ce qu'il faisait, moi j'adorais ça. J'ai tombé complètement en amour. Là, j'étais adolescent, puis j'ai dit, ben quand je vais être grand, je vais faire ça. Mais après mon accident, j'étais adulte quand j'ai fait mon accident. Je suis tombé en transportant mes casseroles. Hein, je m'en allais à une répète. Puis là, paf! Plus de coude. Ah, je commençais à avoir des problèmes. J'ai continué à jouer pendant un petit bout de temps, mais là, je me faisais recommander d'arrêter. Fait que là, j'étais allé dans mon tiroir de chaussettes. J'ai osé l'ouvrir. J'ai dit, maintenant, je suis grand, puis je pense que c'est le temps. Et là, je me suis lancé corps et âme dans l'harmonica. Ça a commencé de même. Ah, oui. En parallèle, je gardais la percussion toujours, parce que je suis un percussionniste. J'ai été formé là-dedans. Donc, l'harmonica, je la vois aujourd'hui comme un percussionniste la voit. Le rythme, c'est fondamental pour moi. C'est la première chose, la plus importante. Après vient la mélodie et après vient l'harmonie. Avec c'est ça un peu. Ah, quand on parle d'harmonica chromatique, est-ce qu'on peut expliquer la différence entre ces harmonicas-là? Bon, il y a chromatique, il y a aussi diatonique. Est-ce qu'on peut expliquer la différence? Oui, effectivement, il y a une grande différence. Quand on parle de diatonisme, le diatonisme, ça veut dire, pour faire une histoire courte, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je fais ça, on a 7 sons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Excusez, je fausse un peu. Ces 7 sons, on appelait ça diatonique parce que ça réfère à la semaine. En espagnol, on dit
los días de la semana. Días sont 7. 7. On dit diurne pour dire dia. Hein? Dia veut dire 7 finalement. Chroma veut dire 12. Donc, quand on dit chromatique, on parle de toutes les notes. Finalement, si on part de là, puis on s'en va jusque là, bien, chromatique veut dire qu'on joue toutes les notes qu'il y a dans le parcours. Si je fais diatonique, c'est juste les notes blanches. Si je fais les chromatismes, là, on est rendu à 12 sons. En Occident, ici, c'est ça qu'on a. Notre système, c'est 12 sons. C'est un système chromatique. Tous les instruments, la plupart sont chromatiques, peut-être quelques-uns en moins, comme l'harmonica diatonique ou certains accordéons, qu'on va dire diatoniques aussi, à une rangée ou à deux rangées, parce qu'ils n'ont pas toutes les altérations. Les altérations, c'est les notes noires, finalement. Donc, un harmonica chromatique, ça veut dire que, malheureusement, j'en ai pas un ici, mais je pourrais me montrer à quoi ça ressemble un peu. Mais celui-là, c'est pas un harmonica chromatique. Mais il ressemble à ça. C'est un autre type d'harmonica avec une tirette ici. En pesant sur le bouton ici, on va chercher les notes, les altérations dont on a besoin. Donc, celui-là, vous allez me dire, il est pareil comme un chromatique. Ça ressemble à ça, un chromatique, mais ce n'est pas un chromatique. Lui, c'est un harmonica à accord. Il a été inventé beaucoup après le chromatique, mais ils ont pris le même design qu'un chromatique. On y reviendra un petit peu plus tard, celui-là. Mais le chromatique, il ressemble à ça. Alors, M. Sylvain Rodrigue, merci beaucoup. C'est tout? Pour l'instant. OK. Il est où? Il est là. Je vais faire mon fanfaron comme tantôt, mon pharo. Je vais dans les aventuriers de Charlebourg.
Monsieur Robert Boutette, bonjour. Bonjour Tony. Monsieur Robert, on a parlé dans une précédente épisode que vous avez commencé avec les parties, les parties de jeunesse, les parties dans la famille, tout ça, mais après ça, à l'âge d'à peu près une vingtaine d'années, vous avez commencé à jouer dans les orchestres. Il y a eu les orchestres dans les années 60, les orchestres aussi, les Blue Boys, ça a été populaire, ça. Parlez-nous un peu de ça. Ben oui, c'est ça. Après ça, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, à peu près 17-18 ans, avec mes frères que je vous parlais la dernière fois. On a pris des petits engagements. On prenait des petits engagements pour des noces, des gens qu'on connaissait. Puis j'ai commencé comme ça. Et puis après ça, quand l'orchestre Les Blue Boys de Pont-Rouge, M. Matt, M. Gédéon Matt, avait ces deux garçons qui jouaient avec lui, puis Denis Côté avait commencé à jouer avec lui, mais là, Denis Côté s'en allait à la télévision, ça fait que je remplaçais Denis de temps en temps, parce que Denis n'était pas libre. Alors, j'ai commencé comme ça, puis là, Denis a parti pour la télévision, puis c'est moi qui ai continué avec l'orchestre Les Blue Boys. Avec M. Gédéon Matt, puis comme je disais, ces deux garçons, on avait engagé une basse pour jouer avec nous autres. Et puis, on avait la basse, la guitare, le drum, puis M. Matt qui jouait la guitare, qui s'occupait de caler les danses, puis d'animer les soirées. Ça, on a joué beaucoup avec M. Matt. On était un orchestre assez réputé ici dans la région. On a même été joué jusqu'à Rivière-du-Loup. On a été joué à Bay James. M. Matt avait eu un de ses amis qui travaillait là. Il dit, matin, il faudrait que vous viendriez jouer un petit peu de musique pour nos employés. Fait qu'on a parti 4-5 jours pour aller à Bay James. En tout cas, on a continué. J'ai eu du plaisir beaucoup. On a fait beaucoup de soirées. On faisait vendredi soir, dans ce temps-là, on faisait vendredi soir les enterrements de vie de garçon. Le samedi après-midi, c'était le mariage, la semaine d'ensuite. Et puis, le samedi soir, on avait une soirée à quelque part d'autre. Ça fait qu'on... Puis le dimanche, on jouait pour le carnaval, toutes ces choses-là. Ça fait qu'on a joué beaucoup de musique. Madame Matt, oui, c'est elle qui était secrétaire. Et puis c'est elle qui prenait tous les engagements, puis je vous dis une chose, c'était à la page. Il fallait pas arriver en retard, et il fallait être sérieux dans ça. Et puis Mme Matt, je jasais justement avec elle il y a quelques années. Elle est encore de ce monde. Madame est en forme. Monsieur Matt est décédé, lui. Mais Mme Matt me disait qu'on avait joué jusqu'à 135 engagements dans un an. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on a joué de musique. J'ai été 18 ans avec eux autres, moi. Et puis, comme je vous dis, on jouait 3-4 fois par semaine. Ça, c'était régulier. L'hiver, je prenais un petit break un petit peu parce que j'étais un amateur de motoneige. Mais l'accordéon suivait un petit peu de temps en temps. On allait dans des cabanes à sucre en motoneige. Puis là, ben, t'as pas emmené ton accordéon, Fait qu'à un moment donné, je m'étais fait un petit coffret. Puis j'avais emmené ça. Puis Jean-Paul Lavallée aussi. Une secousse, on faisait de la motoneige avec Jean-Paul Lavallée. On avait du plaisir. Jean-Paul avait emmené son accordéon, lui aussi. Ça fait qu'on a fait plusieurs cabanes à sucre de même. Puis après ça, ben, avec les Blue Boys, quand j'ai laissé M. Matt en 1988, je pense, 88, là, on avait commencé à jouer à la cabane à sucre Bonne Fourchette, ici, avec Bruno Leclerc, dans le Grand Rang, là. Alors, là, on a commencé à jouer là pour le plaisir un peu, puis là, ça s'est mis ça a progressé, ça grossissait. Monsieur Leclerc, ça roulait, puis ça roulait. Fait que là, on était encore une quinzaine d'années à jouer à la cabane à sucre. Mais là, à ce moment-là, ma fille Caroline avait fait partie de l'orchestre. Les dernières années de l'orchestre Les Blue Boys, Caro venait chanter
petit peu, puis elle jouait du piano. Ça fait que... puis là, on a continué avec Réal, puis Réal, Matt, puis Alain. Et puis là, M. Matt s'était retiré un peu. Fait que moi, j'ai continué. On a été une quinzaine d'années, moi et Caro, à jouer à Cabane à sucre, la fourche. Encore là, on a fait de la musique. On jouait, dans le temps des sucres, on jouait presque 7 jours par semaine. Le vendredi soir, puis le samedi toute la journée, puis le dimanche toute la journée, ça c'était régulier. Mais souvent, il y avait des autobus qui venaient dans la semaine. Et puis, moi, je chauffais un autobus scolaire, je me faisais remplacer, puis j'allais jouer de la musique. Quand on parle de Caroline, on parle de votre fille. Oui, c'est ma fille. C'est ma fille, Caroline. Suivi en accompagnement au piano. Oui. Donc, la chanson. Les jeunes suivent les parents. Oui. Donc, Robert joue à l'accordéon et Caroline fait l'accompagnement. Donc, un autre orchestre, autrement. Ben oui, c'est ça. C'était la suite de l'orchestre des Blue Boys. Oui, c'est ça. C'était la suite. Après ça, j'ai parti avec elle, Caroline, puis il y avait les frères Proto. Et puis, on avait, c'est ça. Puis, c'est Caroline qui était maître de cérémonie à ce moment-là. Et puis, je s'occupais des soirées. Puis, on a joué plusieurs années comme ça. Puis, c'est pour ça, après ça, Caroline, quand on s'est allé à Cabane à sucre, Caroline est venue avec moi. Puis, Caroline a joué du piano. C'était une excellente joueuse de piano. C'est pas parce que c'est ma fille, mais tous les musiciens voudraient l'avoir pour se faire accompagner. Mais c'est sûr, puis elle chante très, très bien aussi. Ça fait que ça a été une bonne... ça a été quelque chose de bien quand on a parti ensemble. Fait que ça n'a pas arrêté. J'ai continué tout le temps. Quand on a laissé la cabane à sucre, là, à un moment donné, ça commençait à être trop un peu. Là, moi, je vieillissais. Je chauffais d'autobus scolaire. Puis j'avais de l'ouvrage ici sur ma ferme. Je faisais du bois. Puis ça, fait que là, on a resté l'orchestre ensemble. Moi puis Caro, mais là, on avait diminué un petit peu avec Caroline. Caroline avait des trames sonores pour ses chansons. Fait que nous, on faisait juste le folklore. Et puis, on avait un guitariste avec nous autres. Puis, on a fait des soirées de Drummondville. Là, on a joué beaucoup dans le bout de Drummondville puis dans le bout de Sorel. On a rencontré des amis à un moment donné dans des soirées. Puis, on dit, hey, justement à la cabane à sucre à Bruno. Ces gens-là sont venus nous voir là. Ça, c'était par l'entremise de mon ami Mondou. Georges Mondou, qui venait de Bécancour. Et puis Georges Mondou venait jouer des cuillères avec moi. Il a joué 15 ans de temps, Georges, avec moi, 15-16 ans de temps. Lui, il jouait des cuillères. Oui. C'est un bon joueur de cuillères. Il était connu dans le coin. Tu sais, il était tout le temps ici, rendu ici. Oui. Et puis, c'est ça. Georges Mondou avait parlé de ça à ces gens-là, de ses connaissances. Ils sont venus nous voir à Cabane à sucre. Ils ont dit, vous allez venir jouer chez nous. Ils ont des salles de danse, eux autres. Puis, fait que là, on a commencé à aller jouer là. Puis, il y avait eu des festivals. Festival de folklore, festival western. Caroline chantait du country. Moi, je faisais du folklore. Et puis, on a fait plusieurs places, là, dans le bout de Sorel, là, des festivals l'été. Festival western, qui appelait. Puis ensuite de ça, ça continue, on n'a pas jamais arrêté. Après ça, j'ai eu tout ce temps-là, là, à partir de 1969-70, j'avais mon ami Gilles Paré que j'avais connu. J'avais connu Gilles Paré, moi, à Saint-Alban, chez Antonio Matt. Je l'avais connu là, je devais avoir... on n'avait tout de même pas le droit de rentrer dans ce temps-là, mais je pense que c'était moins sévère qu'aujourd'hui. Et puis, c'était en 67 ou 68, j'avais connu Gilles, là. On s'est rencontrés plus amis au début de 70. Puis là, Gilles venait ici, venait rencontrer... Gilles connaissait beaucoup des gens de Saint-Ramon, des musiciens de Saint-Ramon, des accordéonistes. Et puis là, on s'est mis à se rassembler, des gangs de musique, puis des galas. Là, les galas ont commencé, les galas de folklore. Ça n'a pas arrêté, ça continue. Là, il y en avait partout. Ça fait que le dimanche, quand on n'avait pas de musique dans l'orchestre, on allait dans un gala.
Fait que ça s'est continué tout le temps de même, ça n'a jamais arrêté. Puis Gilles Paré, mais justement, Gilles Paré descendait ici, ben souvent les fins de semaine. Il arrivait le vendredi, il partait le dimanche. Ça jouait de la musique. Ça jouait de la musique ici dans le sol, ici, justement ce qu'on est après enregistré, là. On a fait de la musique ici avec François Laure qui jouait de la guitare. Puis là, ça rentrait, les gens rentraient avec ici, mon entrée ici en arrière. Quand les gens voyaient le char, l'auto de Gilles Paré, ils disaient Gilles Paré est là, ça doit jouer de la musique. Comme de fait, rentrait ici au sol, puis on faisait de la musique. Denis Pépin est venu, puis tous les musiciens du comté vraiment sont venus ici. On a fait beaucoup de musique avec Gilles. Monsieur Robert Boutette, oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Monsieur Gaétan Morissette, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Monsieur Gaétan, vous êtes connu et reconnu dans la région comme un spécialiste des tambours à Maillotche. D'abord, vous êtes de Portneuf. Êtes-vous natif de Portneuf? Oui, je suis né à Portneuf et j'ai toujours habité à Portneuf. Oui. On va parler de vous parce qu'on aimerait bien ça vous connaître. C'est le fun de connaître les tambours à Maillotche, mais on va connaître Gaétan. Le jeune Gaétan, il est venu au monde à Portneuf. Comment est-ce qu'il a fait le premier contact, les premiers contacts avec la musique? OK. Moi, le premier contact avec la musique, moi, je viens d'une famille de musique. Mon père jouait de l'accordéon diatonique à bouton et ma mère jouait de l'accordéon piano. La mère de ma mère jouait du piano. Puis, j'ai pas connu la génération précédente, mais le grand-père et la grand-mère du côté paternel de ma mère, c'était un violonneux et une pianiste. Le couple était des musiciens Saint-Gilbert. Fait que j'ai toujours entendu parler de musique. Puis j'ai commencé à apprendre à jouer de l'accordéon 5 ans, 6 ans. Là. Ma mère me mettait l'accordéon dans les mains pour me calmer. Bien, j'étais un enfant hyper actif. Ah oui? Fait que j'ai toujours joué de l'accordéon. J'ai joué de l'accordéon. J'ai même été pensionnaire chez les frères de l'instruction chrétienne à 12-13 ans à Saint-Romuald, en face de Québec. Puis j'avais mon accordéon. J'ai même joué à la messe. Les frères utilisaient mes capacités musicales. J'ai arrêté de jouer de la musique de 13 à 16 ans, là, la crise d'adolescence. Puis quand j'ai recommencé, 16-17 ans, au cégep à Saint-Félicien, où j'ai étudié, j'ai connu quelqu'un qui avait un violon. Là, je me suis mis à apprendre le violon. Puis quand je revenais dans la région de Portneuf, j'allais voir les aînés, là, les personnes âgées qui jouaient, ici à Portneuf, puis aussi à Saint-Raymond, dans les galas. Je me suis mis à aller au Festival du Lin, organisé par M. Philémon Trudel et son épouse. J'allais au gala à Place Côte-Joyeuse. En tout cas, c'est de même que je me suis introduit au groupe de musiciens traditionnels. Et là, à Saint-Raymond, j'ai connu M. Adrien Dubuc. Oui. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui reprenaient la musique. Là. Il y a eu comme une période basse. Fait que les gens plus âgés, comme M. Dubuc ou Tico Petit ou André Olin, tout ça, ils s'intéressaient à nous. Ils étaient contents qu'il y ait des jeunes. Fait que là, M. Dubuc m'a invité chez lui. J'allais apprendre chez M. Dubuc dans le Grand Rang. Puis il m'avait montré puis expliqué comment il faisait ses tambours dans sa cuisine d'été, dans son atelier. Fait que c'est un peu de même que je suis venu, que j'ai découvert la tradition des tambours. Il y avait une dame de Portneuf, une cousine d'André Olin, qui m'avait donné un tambour qui avait appartenu à son frère. Je l'ai fait réparer par M. Dubuc. Fait que c'est de même que je suis venu à la tradition, mais ça a resté existant en moi beaucoup d'années. Puis en 2005, au Vermont, je suis allé dans un festival de musique traditionnelle au Vermont, puis j'ai rencontré Jean-François Bertillon, qui est un très bon joueur de tambour à Maillotche, qui joue avec le groupe Réveillon, qui est un choreur. Puis là, il m'a demandé pourquoi vous ne faites plus de tambour à Maillotche dans la région de Portneuf.
Puis j'avais répondu que je le savais pas. Mais quand je suis revenu, je me suis dit, bon, ben c'est vrai, je devrais essayer de me construire un tambour à Maillotche. Puis là, j'ai réapproché les gens, les familles qui avaient des tambours, dont Glenn Mécarté, le fils à Jack Mécarté, qui m'a passé le tambour de Jack Mécarté. Puis à partir du tambour de Jack Mécarté et des tambours de M. Dubuc que j'avais ici, j'ai remonté la piste. J'ai fait des essais et erreurs, puis je me suis mis à faire des tambours à Maillotche. Donc, c'était un peu comme un hobby, si on peut dire. Oui. C'était pas un métier comme tel, là, Non. c'était une passion, autrement dit. Donc, vous avez, à ce moment-là, vous avez commencé là, à travailler avec les tambours. C'est ça. Ensuite de ça, comment c'est venu le fait que vous ayez là... D'abord, il fallait avoir d'équipement un petit peu, des outils ou des choses comme ça. C'est par des contacts que vous avez eu? Ça, ben, c'est sûr que moi, en jouant de la musique, puis en étant... ce qu'il faut que je dise aussi, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, ici, à Portneuf, on avait aussi des joueurs de tambour à Maillotche. L'histoire des tambours à Maillotche dans la région de Portneuf est souvent reliée au village où il y a eu des familles irlandaises. Puis ici, à Portneuf, on a eu plusieurs familles immigrantes irlandaises. Puis moi, j'ai joué de la musique avec des gens qui jouaient du tambour à Maillotche jeunes. Quand il y avait mettons qu'il y avait un spectacle bénéfice pour, je me souviens, la paralysie cérébrale, bien là, il demandait des musiciens bénévoles. Puis j'ai côtoyé Loy Kingsborough. Il y avait Loy Kingsborough qui jouait du tambour ici, Malcolm Kingsborough. Puis à Saint-Raymond, dans la région de Saint-Léonard, Saint-Raymond, il y avait d'autres joueurs de tambour. Fait que c'est ça qui m'a emmené, que je disais. Mais pour les outils, quand j'ai eu l'idée de m'en faire un, bien là, je me suis rendu compte que dans les livres, il n'y avait aucune littérature là-dessus au Québec. Les autres régions du Québec en ont pas fait parce que ici, c'est comme un hasard que les familles irlandaises ont montré aux familles québécoises un enfer. Fait que je me suis parti un petit peu avec le savoir de la famille Dubuc. M. Adrien Dubuc qui était décédé en 2005. Mais j'ai emprunté les outils à sa famille. Ses outils à lui, sa panne pour faire bouillir la planche de bois, ses moules de fer. J'en ai ici que j'ai fait construire sur son modèle. Puis là, par essai et erreur, j'ai commencé à toucher à ça. Puis c'est sûr que ça n'a pas été facile. Les premières fois, là, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Puis coudre les pots aussi, ça ne fonctionnait pas au début. Puis... en allant sur Internet, puis en allant chez les familles qui s'en souvenaient un petit peu, bien là, j'ai repris la façon... puis je pouvais comparer avec les tambours, avec les vieux tambours aussi, t'sais. Fait que c'est un peu ça la démarche que j'ai faite. Et aujourd'hui, vous en faites régulièrement. Est-ce que vous faites de la réparation? Est-ce que vous faites... Moi, j'ai fait 6 ou 7 tambours depuis 2005. Oui, c'est ça, 6 ou 7 tambours. Puis en parallèle, il y a des familles qui m'en ont donné. J'en ai sauvegardé aussi parce que il y a comme un phénomène d'antiquaire ou de vente de succession de maisons. Souvent, il y a des vieux exemplaires de tambours à Maillotche qui se ramassent dans une maison que les gens sont décédés. Fait que moi, je voulais empêcher que ça parte aux États-Unis ou dans un endroit où l'instrument ne peut pas vivre et ne peut pas être en relation avec la culture musicale. Oui. Fait que moi, c'est ça. J'en ai fait 6. Mais à un moment donné, j'ai eu un problème dans un œil en 2019. Fait que là, j'ai comme pris une pause parce que j'avais de la misère à coudre les peaux. Puis c'est très, très d'ouvrage aussi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire l'été entre deux sorties puis 2 baignades. Quand on commence à faire un tambour, ça prend beaucoup d'heures. Puis fait que je fais plus les tambours l'hiver. Je me souviens pas si M. Dubuc les faisait l'hiver, là, mais en tout cas, c'est comme un artisanat qui se fait plus l'hiver quand on peut... on peut tout écarter le reste, là, puis commencer le matin, puis c'est ça, se consacrer entièrement à ça.
Monsieur Gaétan Morissette, merci beaucoup. Merci. Monsieur François Dumas, bonjour. Bonjour, Bienvenue à l'émission. ça fait plaisir. François, vous êtes un violonneux. Oui. Un excellent violonneux. Comment ça a commencé, ça, le jeune François Dumas, qui est chez lui, probablement avec ses parents, et puis, comment ça a commencé, ça? Bien, pour faire une histoire courte, mon père était musicien, Oui. accordeur de piano, guitariste. Puis il a toujours... il jouait un petit peu le violon aussi. Mais mon grand-père avait joué du violon. J'ai jamais eu le privilège de l'entendre. Mon père non plus, d'ailleurs. Mais c'est toujours cette attirance-là. Puis mon père sortait le violon, j'étais tout petit. Puis j'ai encore comme on dirait, des flashs de ça. Oui. Puis moi, mon plaisir, c'est qu'il me le laissait dans mes mains, puis il me disait, il dit, assis-toi par terre, sur le tapis du salon, puis je jouais avec le violon comme ça à terre. Ouais. Il m'a toujours laissé faire. Donc, pour apprivoiser l'instrument, il espérait probablement que vous ayez l'envie, on peut dire, de faire de la musique. C'est ça, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique à la maison? Est-ce qu'il y avait beaucoup de disques? Est-ce qu'il y avait beaucoup de... Bien, c'était plein. Ah oui? C'était plein. Il y avait des disques de toutes sortes de choses. Bien entendu, il y avait la collection principale de mon père, de ce qu'il faisait lui. Mais il y avait des disques de joueurs de violon. Puis moi, mais c'était ça que j'aimais. C'était dans quelle région que vous avez... Parce que vous venez pas de Saint-Raymond. Non, je ne suis pas natif de Saint-Raymond. Oui. C'est à Saint-Charles-de-Bellechasse. Oui. Dépassé Lévis sur la Rive-Sud. Oui. Moi, je suis natif de là. Toute la famille de ma mère sont originaires de Saint-Charles. Okay. Mon père, lui, c'était un petit peu plus haut, à Saint-Lazare. Donc, dans cette région-là, on parle de quelles années, sans vous vieillir? On parle de quelles années? À la fin des années 70, début 80. Oui. Mon père m'a mis mon premier violon dans les mains, j'avais 2 ans. Ah oui? Oui. Mais je jouais, on s'entend qu'à l'âge de 2 ans, tu joues pas. Fait que c'est pour ça, je le prenais comme ça, puis je faisais ce que je voulais avec. OK, bien souvent, je l'ai échappé, je l'ai brisé, puis tout ça. Il me l'a jamais enlevé. Au grand désespoir de ma mère, des fois. Oui. Mais non, j'ai toujours apprécié ça, puis il me laissait faire. Il me laissait faire, puis c'était des journées entières comme ça. Ah oui? Ouais. Et toi, tu avais une assurance. Qu'est-ce qui t'attirait chez cet instrument-là? Est-ce que c'était le fait que ça faisait des sons? Est-ce que c'est... C'est dur à expliquer. C'est probablement la manière... Ce que l'instrument peut ressembler en tant que tel, de la manière que c'est fait, la sonorité que ça avait. Et puis, non, moi, c'est quelque chose qui me parlait. C'est quelque chose qui me parlait. Puis en grandissant, ben l'histoire de mon grand-père qui malheureusement, à cause d'un accident, ne pouvait plus jouer, ça m'a comme resté dans la tête, ça. Mes oncles se sont essayés de jouer. Il y en a juste un qui a réussi, tant bien que mal, avec les moyens du bord, d'être capable de faire sonner ça. Puis mon père. Donc, les oncles du côté de ton père. Oui. Chez ma mère, il n'y a pas de musicien. Du côté de ma mère, il n'y a pas de musicien. Ah non? Non, okay. Malheureusement. Du côté du père, oui, là, à ce moment-là. C'est bien. Et évidemment, il y avait la musique à la radio aussi, probablement. Oui. Quelles sont les premières pièces que tu as commencé? Comment est-ce que tu as... ben là, tu t'amusais avec, mais l'âge, je sais pas moi, avec l'âge de 6-7 ans, tu devais commencer à... Oui. C'est pas mal ça. Oui. C'est le premier air que j'ai appris, puis ça me prenait une base pour commencer. Bien sûr. Parce que je savais pas comment mettre les doigts nécessairement là-dessus.
tout ce que mon père me dit, il m'avait installé des petites touches sur le manche du violon. Puis il m'avait dit, tu places tes doigts là. Fait que, Donc, c'est ton père? Mon père m'a juste donné la base, savoir comment tenir ça, puis me placer la main gauche. Le restant à partir. Et vous écrivez de la main droite? Oui, je suis droitier. OK. Je suis droitier. Fait que je vais manier mon archet la main droite. Comme votre père? Comme mon père. Donc, vous étiez tous les deux semblables. Donc, à ce moment-là, ça a aidé beaucoup, évidemment. Beaucoup. Et vous dites que votre père, il vous a montré des rudiments de base. Il m'a montré la base de ce que lui savait. Mais pas les pièces. Non. Ah, non. Alors, comment c'est venu, ça, que François Dumas a commencé à apprendre des pièces? Et, étant donné que mon père est encore là, par oreille lui aussi, en me montrant la base, puis un morceau très, très simple, la fameuse chanson à répondre, la bastringue, il me l'a ébauché, puis il m'a dit, tu places ça ici, tu places ça là, tu places ça là, puis ainsi de suite. Et puis, plus ça allait, là, je comprenais, puis dans ce temps-là, quand j'étais petit, le tourne-disque, puis des cassettes, fait que, puis ça tournait vite, hein, il n'était pas question de pouvoir ralentir la vitesse. Fait que c'est un apprentissage assez long, avec les moyens du bord, puis surtout que... Il fallait à ce moment-là aimer ça, évidemment. Il fallait être têtu aussi pour dire « je vais l'avoir ». Mais c'est ça. Alors, tu avais beaucoup de pièces, mais tu as essayé probablement des pièces qui étaient faciles. Hein? Oui, au début, oui. Des pièces qu'on a dans la tête aussi. Mm-hmm. Hein? Et ensuite de ça, qu'est-ce qui fait que le jeune François a continué? Parce que là, on apprend la base, on apprend à apprivoiser l'instrument. Qu'est-ce qui a fait que François a continué? Parce que là, François doit être rendu dans les 12, 13, 14 ans, là. Ah, peut-être bien un peu plus jeune, 8, 10 ans, 11 ans. J'avais la chance, dans les disques qu'on avait à la maison, beaucoup de grands joueurs. Jean Carignan, Tinoir Joyal, il y avait les violonneux de l'Ontario, Desjarlis, King Ganem, etc. Puis moi, j'adorais surtout le style de Jean Carignan. Je trouvais ça épouvantable. Ah oui. Puis jusqu'à temps, je le vois à la télévision. Puis ça, ben, ça m'a poussé à continuer. J'adorais tellement ça. Puis je me rappelle, mon grand-père, il le voyait à la télévision. Puis les grosses larmes coulaient de le voir jouer. C'est une machine. C'était une fascination, là. Oui. Et puis, c'est devenu quasiment automatiquement une espèce d'idole, si on peut dire. Oui, c'était une grande source d'inspiration. Ah oui. Qui, je dirais, qui même encore aujourd'hui, certaines pièces que Carignan jouait, ça fait depuis que je suis tout petit que je les écoute, puis j'ai encore le même effet. Le cœur me serre, je viens le poil ça de long et bras. J'aime ça. Qu'est-ce qui fait la fascination comme telle, dans le sens que est-ce que c'est sa manière de jouer, sa manière d'exprimer sa musique? Comment pouvez-vous expliquer? Dans les mains de cet homme-là, le violon est... Comment je pourrais dire? Le violon parlait, le violon chantait. Carignan, c'était un homme qui n'a pas d'instruction. Fait que il pouvait s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin et qu'on pourrait dire que là, vous retrouvez en Carignan un peu la fascination que vous aviez quand vous avez découvert votre violon? Un peu ça, oui. C'est un peu ça, C'est un peu ça. Donc, Carignan a à peu près le même langage? C'est, disons, à force d'étudier ça, c'est un langage que j'ai fini par comprendre. Puis le langage de tous les autres grands violonneux, Yvon Cuirier, qui a joué très, très longtemps, qui est décédé récemment, ça, c'en est un autre avec qui j'ai souvent joué. Et puis, c'est ça.
le langage de la musique dans le violon traditionnel. Carignan disait tout le temps, la musique n'a pas de frontières. Puis c'est ça. C'est ça. C'est un langage commun. Quand on est capable de jouer tout le monde ensemble, bien, c'est ça. C'est ça. Le violon nous invite, on n'a même pas besoin de parler. Lui, il fait le restant. Monsieur François Dumas, merci beaucoup. Ça fait plaisir.